Si cette histoire te fascine et que tu veux découvrir d'autres récits réels et troublants comme celui-ci, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche et plonge avec nous dans les mystères cachés du monde. Une seule décision peut te révéler des secrets que l'histoire a essayé d'enterrer. Au cœur du Nigeria, sous un soleil brûlant qui faisait vibrer l'air au-dessus du sol, une équipe d'administrateurs de mines supervisait l'agrandissement d'une excavation de fer à la périphérie de Koji, une zone riche en minerais mais aussi en mythes ancestraux. Ce qui n'était censé être qu'une simple extension industrielle allait dérailler en quelque chose que ni la science ni les légendes locales ne pourraient expliquer sans frissonner. Les travailleurs creusaient méthodiquement, arrachant à la terre rouge des blocs de pierre et de minerais, lorsque leurs marteaux percutèrent un objet qui ne sonnait ni comme de la roche ni comme du métal brut. Un son creux, presque fabriqué. L'ingénieur principal, Monsieur Adéquat, fronça les sourcils. Il fit signe d'arrêter les machines et s'approcha de la cavité, essuyant la poussière avec son gant. Un éclat sombre, lisse, et d'un noir presque huileux se dévoila sous la fine couche d'argile. Ce n'était pas du fer naturel. C'était du fer travaillé. Du fer ancien. Les outils furent changés pour des brosses plus délicates, comme si l'équipe venait de passer d'un chantier minier à une fouille archéologique improvisée. Ils dégagèrent la forme d'un artefact long, semblable à un cylindre, recouvert de motifs mystérieux. Certains jurèrent qu'il ressemblait à des symboles yoruba anciens, d'autres affirmaient qu'il n'appartenait à aucune culture répertoriée. À mesure que la terre tombait, les ouvriers découvrirent non pas un objet isolé, mais une série de reliques de fer alignées, enchâssées dans le sol comme si elles avaient été posées intentionnellement là il y a des siècles. Une odeur métallique étrange flottait dans l'air, presque comme si ces objets, pourtant vieux de 200 ans, venaient d'être forgés. L'atmosphère changea. Les oiseaux cessèrent de chanter. Le vent sembla retenir son souffle. Un des anciens gardiens du site, Baba Kunle, un homme respecté du village voisin, s'avança avec une lenteur marquée. Ses yeux se plissèrent de crainte en reconnaissant la forme de ce qu'il venait de dévoiler. Il murmura une prière et s'adressa aux administrateurs avec un ton grave. Ce que vous avez trouvé ne devait pas être dérangé. On raconte que ces fers appartiennent aux Emina, les enfants du feu, des forgerons mystiques qui, il y a 2 siècles, ont façonné des objets pour emprisonner ceux qui ne devaient jamais sortir. Les ingénieurs échangèrent un regard sceptique. Des légendes, se dirent-ils. Mais il était difficile d'ignorer le frisson qui parcourait l'équipe. L'air semblait devenu plus lourd, comme saturé d'une présence invisible. La découverte fit rapidement l'objet d'un appel aux autorités régionales et aux experts en histoire. Mais plus on creusait, plus les mystères s'entassaient. Sous la première couche de reliques, ils en trouvèrent d'autres, mais déformées, tordues comme si une force colossale avait tenté de les briser de l'intérieur. Certaines présentaient des traces de brûlures profondes, comme si elles avaient résisté à un feu qui n'aurait pas dû exister à cette époque. Comment expliquer qu'un métal vieux de 2 siècles ait pu conserver une telle densité et une telle résistance? Les analyses préliminaires étaient contradictoires, les artefacts semblaient à la fois archaïques et technologiquement trop avancés pour l'époque. Alors que le soleil déclinait, la terre vibra légèrement. Un grondement sourd monta des profondeurs, faisant trembler les casques sur les têtes. Les administrateurs ordonnèrent l'évacuation temporaire du site. Mais avant que tout le monde ne s'éloigne, un des objets se fissura, laissant échapper un souffle d'air chaud, presque vivant, accompagné d'un son, un long gémissement métallique qui ne ressemblait ni à un bruit mécanique ni à un phénomène naturel. Ceux qui l'entendirent jurèrent qu'il contenait un mot, comme un appel murmuré dans une langue oubliée. Les administrateurs décidèrent de sécuriser les artefacts dans un hangar temporaire installé près du site. Un générateur alimentait des projecteurs qui diffusaient une lumière blanche crue sur les objets alignés au centre de la salle. Des gardes restèrent à l'extérieur, mais personne ne voulait en réalité s'en approcher trop longtemps. Même à distance, on ressentait une sorte de chaleur pulsante émanée des reliques, comme un cœur qui battait sous la surface du métal. Dans la nuit, Adéquat et 2 membres de son équipe, la géologue française Camille Duroc et l'historien nigérian Dr Afoléyan, examinèrent les premières gravures de plus près. Camille nota que les motifs semblaient représenter des cycles, des cercles superposés par séries de 3, entrelacés avec des lignes en zigzag évoquant des éclairs. Le docteur Afoléyan s'approcha, fronçant les sourcils. Ce symbole, on ne devrait pas le trouver sur du métal de cette époque. Il appartient au récit du culte Ogun, le dieu du fer et de la guerre. Mais la forme exacte, je ne l'ai jamais vue sur aucun artefact authentique. Il prit une longue inspiration. C'est comme si quelqu'un avait essayé de copier une symbolique sacrée, mais sans comprendre son véritable sens. Une phrase, gravée de manière répétée sur un des cylindres, attira leur attention. Elle n'était pas en yoruba, ni en haoussa, ni dans aucune langue locale. Camille pensa d'abord à un ancien dialecte arabe, ou à une écriture proto-berbère, mais rien ne correspondait. Pourtant, en la regardant, le cerveau semblait vouloir lui donner un sens, comme si la phrase était conçue pour être comprise par instinct plutôt que par connaissance.
Affoléant murmura « Cela ne me plaît pas ». Ces inscriptions semblent intentionnelles, comme si elles attendaient d'être lues. Et certaines histoires disent que lire un texte interdit peut en réveiller le pouvoir. À cet instant, une coupure de courant plongea le hangar dans l'obscurité totale. Les projecteurs s'éteignirent, le générateur se tut comme étouffé. Un silence complet. Puis, très lentement, un grincement se fit entendre, comme du métal que l'on tord. Adéquat alluma la lampe torche de son casque et dirigea le faisceau vers le centre. Une des reliques avait changé de position. Personne ne l'avait touchée. Elle était inclinée, pointée vers la sortie, comme si elle avait glissé de quelques centimètres, ou s'était déplacée par elle-même. Camille recula d'un pas, la respiration courte. « Tu l'as vu bouger, n'est-ce pas ?» Aucun des trois n'osa confirmer, mais leurs yeux parlaient pour eux. Un second bruit retentit. Cette fois, ils virent clairement un autre cylindre vibrer légèrement, comme s'il répondait à une fréquence inaudible mais puissante. Puis le générateur se ralluma brutalement, les lumières clignotèrent, et le hangar retrouva son éclairage violent. Les objets étaient immobiles, figés, comme si rien ne s'était passé. Affoléant insista pour recouvrir les reliques avec de la toile protectrice jusqu'au lendemain. Mais au moment où ils allaient sortir, un des gardes postés à l'extérieur arriva en courant, paniqué, les yeux agrandis par la peur. Quelque chose sort du sol, derrière la zone d'excavation. Sans perdre un instant, l'équipe se précipita à l'extérieur. À la lisière du chantier, là où la terre était encore fraîchement retournée, des fissures s'étaient ouvertes, laissant apparaître une forme sombre affleurant sous la surface. Ce n'était ni du métal, ni de la pierre. On aurait dit un parchemin de potané, gravé de runes, mais incrusté de plaques de fer comme des coutures. Une étrange énergie semblait l'entourer. Adéquat ordonna de s'en éloigner, mais un des ouvriers, jeune et téméraire, tenta de le ramasser du bout des doigts. Au moment où sa peau entra en contact avec la surface du matériau, il hurla et s'effondra, comme frappé par une décharge brûlante. Sa main portait désormais une marque noire, en forme de cercle brisé. Il tremblait, les yeux perdus, répétant un mot qu'il ne connaissait pas l'instant précédent. Ina. Ina. Ina, ce mot, en yoruba, signifiait feu. Mais prononcé de cette manière, d'après Baba Kunle qui avait accouru, il ne décrivait pas la flamme physique. Il désignait le feu vivant, celui que seuls les anciens forgerons sacrés pouvaient invoquer et que personne ne devait réveiller. La nuit fut longue et personne ne dormit réellement sur le campement. Le jeune ouvrier marqué par le symbole circulaire fut transporté sous une tente médicale improvisée. Il transpirait, délirait, et sa température corporelle montait anormalement, comme si une braise brûlait sous sa peau. On l'entendait murmurer par intermittence ce même mot « Ina », avec une voix qui semblait parfois ne pas être la sienne. À plusieurs reprises, les lampes dans la tente vacillèrent au rythme de ses halètements, comme si son souffle influençait l'électricité elle-même. Adéquat demanda au reste de l'équipe de garder le silence sur l'incident jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'ils avaient réellement découvert. Mais au lever du jour, une rumeur avait déjà traversé le village voisin. Des anciens, menés par Baba Kunle, se présentèrent au site, inquiets. Ils portaient des colliers de protection en graines d'IFA et en clochettes de bronze. Le vieil homme observa la zone d'excavation avec une gravité presque douloureuse. « Vous avez perturbé un scellement. Ces reliques ne sont pas des objets de culte. Ce sont des chaînes. Elles n'étaient pas là pour être admirées, mais pour retenir quelque chose. » Ces mots glacèrent l'air. Camille tenta de ramener la discussion vers la raison. Avec tout le respect, Baba, il s'agit certainement d'un ancien rituel de forge ou d'un mécanisme de confinement symbolique, pas d'une entité. Mais même en prononçant ces mots, sa voix manquait de conviction. Elle avait vu les objets bouger. Elle avait senti la chaleur. Sa logique vacillait. Dans la tente médicale, le jeune ouvrier se redressa d'un coup, comme tiré par un fil invisible. Ses yeux, autrefois bruns, semblaient maintenant parcourus de minuscules veines rougeoyantes. Il parla d'une voix essoufflée. Il se souvient. Il veut sortir. Avant que quiconque puisse l'interroger, un cri déchirant sortit de sa gorge, et il s'effondra, épuisé. La marque sur sa main s'était étendue, formant désormais une ligne sinueuse remontant vers son poignet, comme une racine brûlante sous la peau. Les administrateurs tentèrent de contacter les autorités de Lokoja et des spécialistes supplémentaires. Mais étrangement, toutes les communications furent coupées. Téléphone sans réseau. Radio brouillée. Comme si une barrière invisible isolait la zone. Les habitants du village, craignant une malédiction, commencèrent à préparer des rituels de protection autour du périmètre. Baba Kunle demanda aux ingénieurs de ne plus toucher aux artefacts sous aucun prétexte. Ces fers appartiennent à l'ordre d'Ogaina, les forgerons rouges.
Ils ont forgé des sceaux pour contenir la colère d'un esprit né du feu du ciel. Un esprit qui cherchait à posséder les hommes pour brûler le monde de l'intérieur. Malgré la tension grandissante, certains membres de l'équipe restaient sceptiques. Le superviseur adjoint, Mensa, affirma qu'il s'agissait d'une contamination au gaz ou d'une substance chimique ancienne. Pour prouver son point, il décida de retourner dans le hangar afin d'examiner plus en détail un des cylindres. Il voulait montrer qu'il ne s'agissait que de métal. Camille tenta de l'en empêcher, mais il entra et retira l'une des toiles couvrant les reliques. À peine l'air toucha-t-il la surface, n'eut qu'un frisson parcourut la pièce. Une brume fine se leva autour du métal, comme de la vapeur issue de sa chaleur interne. Mensa approcha sa main sans toucher. « Voyez !» C'est juste, un claquement c'est qu'interrompit sa phrase. Le cylindre se fissura à nouveau, cette fois plus nettement, laissant apparaître à l'intérieur une matière incandescente, presque comme une lave contenue. Une voix, lointaine mais perceptible, résonna dans le hangar, un écho profond, guttural, comme un chant de forge répété depuis un autre plan. Mensa recula, bouche ouverte, incapable de parler. Ses yeux se remplirent de larmes sans qu'il comprenne pourquoi. Ce n'est pas possible. Le métal chante. Baba Quinlay entra à son tour, frappa le sol avec son bâton rituel et commença à réciter une incantation ancienne. La brume se dissipa lentement, et la fissure sembla se refermer, comme si le métal avait obéi à une force spirituelle. Le vieil homme se tourna vers l'équipe, la voix tremblante, « Il n'y a plus beaucoup de temps. Le premier sceau est affaibli. Quand les 7 seront rompus, rien ne pourra l'arrêter. » Un vent chaud balaya soudainement le campement. Le sable rouge tourbillonna, formant brièvement une silhouette quasi humaine avant de se dissoudre. Le sol vibra, rappelant le grondement de la veille, mais cette fois plus fort. Ce n'était plus un avertissement. C'était un réveil. Le sol continua de vibrer pendant plusieurs secondes, assez longtemps pour que les travailleurs cherchent instinctivement un endroit où se protéger. Certains se réfugièrent derrière les machines, d'autres coururent vers les abris. Une chaleur oppressante envahit l'air, comme si la température avait soudain augmenté de 10 degrés. Adéquat sentit une sueur brûlante couler le long de sa nuque. Ses sens lui criaient qu'ils avaient déclenché quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Au centre du campement, les villageois avaient commencé un cercle de protection avec de la cendre blanche, des amulettes de fer noirci et des feuilles sacrées. Baba Quinlay, entouré de 3 anciens, entonna un chant grave, rythmé par le son de petites clochettes qu'il secouait à intervalles réguliers. Ce chant, selon la tradition, servait à repousser les esprits errants et à renforcer les barrières invisibles entre le monde des vivants et celui des forces ancestrales. Mais l'air vibrait de telle sorte que même la mélodie sacrée semblait vaciller, comme si quelque chose cherchait à la briser. Pendant ce temps, Camille et le docteur Affoleyant s'isolèrent sous la tente d'analyse pour étudier les notes et les photos prises plus tôt. Affoleyant trembla en observant les symboles sur les artefacts. Je me souviens maintenant d'un passage de l'IFA qui fait référence au lien de feu. Une société secrète de forgerons, protégée par Auguin, avait pour mission de contenir un esprit né d'une chute d'étoiles. On appelait cet esprit Inarun, le feu venu du ciel. Il possédait ceux qui tentaient de l'utiliser pour la guerre, les consumant de l'intérieur jusqu'à ce qu'ils deviennent des armes vivantes, puis des cendres. Il tourna une page, le regard sombre. Les forgerons ont créé cette relique en fer rituel, chacune scellée avec un sacrifice. Cette sceau destinée à maintenir l'esprit fragmenté et prisonnier dans la terre. Les légendes disent que si l'un d'eux est brisé, l'esprit se reconstitue petit à petit, jusqu'à reprendre forme. Et une fois complet, il cherche un hôte, un corps assez fort pour contenir sa puissance. Camille sentit un frisson lui parcourir la poitrine. Tu crois que le jeune ouvrier, qu'il est en train de devenir, elle n'osa terminer. Affoleyant hocha la tête lentement. L'hôte. Au même moment, un cri paniqué retentit depuis la tente médicale. Les 2 scientifiques se précipitèrent. L'ouvrier possédé s'était levé, malgré les cordes censées le retenir. Ses yeux incandescents fixèrent les personnes présentes avec une conscience autre que la sienne. La marque noire avait atteint son avant-bras, et des volutes de chaleur s'échappaient de sa peau. Il prononça quelques mots dans une langue que personne ne connaissait, mais chaque syllabe semblait faire vibrer l'air. Les lampes explosèrent, les murs de la tente frémirent, et un souffle brûlant projeta les soignants au sol. Lorsque Baba Quinlay arriva, l'homme possédé s'immobilisa et tourna lentement la tête vers lui. Un sourire inquiétant, presque non humain, se dessina sur son visage. « Il reste 6, dit-il d'une voix dédoublée, comme si 2 êtres parlaient simultanément à travers sa bouche. Et vous ne pourrez pas tous les empêcher de s'ouvrir. » Puis, comme si ses forces l'abandonnaient soudainement, il s'effondra une fois de plus, inanimé. La peur s'installa pour de bon.
Aucune explication rationnelle ne pouvait désormais dissimuler l'évidence. Quelque chose dépassant la compréhension humaine était à l'œuvre. Les administrateurs, autrefois sceptiques, commencèrent à paniquer. Certains travailleurs voulurent fuir immédiatement, abandonnant le site, mais les anciens du village les supplièrent de rester au moins jusqu'à ce que les rituels de protection soient complétés. Si vous partez maintenant, l'esprit vous suivra. Ce n'est pas la mine qu'il veut, c'est le monde au-delà. Face à ce dilemme, Adéquat prit une décision lourde. Ils allaient sceller temporairement le site, stopper toute excavation et concentrer leurs efforts pour empêcher que d'autres reliques ne s'ouvrent. Il ordonna des équipes de surveillance en rotation, interdisant toute approche du hangar. Le campement fut encerclé de symboles de protection dessinés au sol, et les anciens poursuivirent leurs prières, espérant contenir au moins pour une nuit ce qui avait été déclenché. Mais une question rongeait Camille et Affoléant. Qu'est-ce qui avait brisé le premier sceau? Était-ce le simple contact humain? Ou bien, était-il destiné à s'ouvrir dès que quelqu'un s'en approcherait après 200 ans? Cette nuit-là, autour du feu, alors que les villageois entonnaient des chants pour apaiser Auguin et implorer sa protection, un courant d'air brûlant passa entre eux. Les flammes du feu de camp se dressèrent soudain, s'étirant vers le ciel comme attirées par une force invisible. Le vent portait un murmure, un chant de forge lointain, accompagné du martèlement de métal brûlant. Comme si, quelque part sous la terre, quelqu'un ou quelque chose frappait l'enclume. Le deuxième sceau commençait déjà à faiblir. Au cœur de la nuit, alors que le camp tout entier retenait son souffle, un grondement sourd se fit entendre depuis l'excavation principale. Pas un tremblement comme auparavant, mais un bruit rythmé, répété, métallique. Clang, clang, clang. 3 coups, espacés, comme si quelqu'un forguait quelque chose sous terre. Les anciens du village se figèrent. Baba qu'un les blêmit. C'est le marteau du ciel. Il n'aurait jamais dû se réveiller. Les ouvriers, terrorisés, refusèrent d'approcher le site. Malgré tout, Adéquat, Camille, Affoléant et 2 gardes prirent des lampes et avancèrent prudemment vers la fosse. L'air y était tellement chaud qu'il ondulait devant leurs yeux. Une lumière rougeâtre pulsait dans les fissures du sol, comme si la terre respirait de braise. L'un des gardes fit un pas de trop et retira immédiatement son pied en hurlant, le sol l'avait brûlé à travers sa chaussure. Pourtant, aucune flamme visible ne s'y trouvait. Dans la fosse, ils virent une lueur étrange provenant d'un tamas de roches récemment déplacées. En dessous, une seconde relique apparaissait, mais différente de la première. Celle-ci était plate, comme une plaque d'armure, et décorée d'un symbole en forme de spirale entourée de 8 traits. Affoléant sentit sa gorge se serrer. La spirale d'embrasement. C'est le sceau du souffle. S'ils se rompt, l'esprit ne sera plus confiné aux profondeurs, il se répandra dans l'air. Camille sentit une vague de panique monter. On peut le renforcer, non? Le refermer. Le silence d'Affoléant fut plus inquiétant que n'importe quelle réponse. Personne vivant ne sait encore comment forgent les sceaux d'Auguin-Ina, et même s'il était possible de les refermer, il faudrait un sacrifice que personne ne survivrait. Alors qu'il réfléchissait désespérément, un cri déchira la nuit, un cri animal, primal, qui ne ressemblait à aucun son humain. Il venait de la tente médicale. Tous se précipitèrent. L'ouvrier possédé n'était plus là. Ses liens avaient été carbonisés. Le matelas sur lequel il reposait portait l'empreinte d'un corps brûlant, comme si celui-ci avait incandescé tout en disparaissant. Sur la toile de la tente, un mot avait été écrit, brûlé, pas tracé, Ina. Adéquat sentit pour la première fois une peur irrationnelle lui saisir le cœur. Jusqu'ici, il s'accrochait à la logique, à la science, mais plus rien n'avait de sens. Où l'homme avait-il pu aller? Et comment un simple humain pouvait-il brûler des cordes sans s'y consumer entièrement? Ils n'eurent pas le temps de spéculer. Un garde arriva en courant. Il est, là-bas, près du second artefact. Ils accoururent. Le possédé se tenait devant la plaque de fer, immobile, comme en transe. Sa peau luisait d'un éclat rougeâtre, comme si du feu circulait dans ses veines. Il posa sa main marquée sur le symbole spiralé. Un rugissement rempli de douleur et de puissance secoua son corps. La plaque vibra, la spirale s'illumina, et un craquement retentit. Une ligne rouge incandescente se forma à la surface, se répandant comme une fissure de feu. Le deuxième sceau se brisait. Les anciens commencèrent immédiatement à psalmodier, frappant le sol avec des talismans de fer. Une bourrasque de vent brûlant traversa la zone, projetant sable et braise. Une énergie invisible frappa les villageois de plein fouet, les faisant reculer. Baba Quinlé tomba à genoux, le souffle coupé, comme si quelque chose lui arrachait une partie de sa force vitale. Finalement, dans un cri insoutenable, la plaque éclata en fragments rouges. Le possédé fut projeté en arrière, mais il ne retomba pas, une force l'arrêta en plein air, le maintenant suspendu comme une marionnette invisible.
Sa voix résonna à nouveau, déformée, il reste 5. Le feu respire. Son corps s'effondra au sol, inconscient, mais vivant. Le vent se mit à tourner autour du camp, formant un tourbillon d'air brûlant. Les flammes des torchers s'allongèrent telles des langues affamées. On aurait dit que le camp entier était devenu un foyer prêt à s'embraser. Camille serra la main d'Affoléyan, sa voix tremblante. Si 5 autres seaux se brisent, il va se libérer. Et il ne restera plus rien. Dans l'ombre derrière eux, quelque chose se déplaça. Un silence oppressant suivit l'explosion du second seau. Le vent brûlant tourbillonnait toujours, puis s'immobilisa soudainement, comme si l'air retenait son souffle. Tous les regards se tournèrent vers l'obscurité au-delà du cercle de lumière projeté par les lampes. On aurait dit que la nuit s'était épaissie, devenue plus dense, presque tangible. Une odeur de fer brûlé et de fumée ancienne se répandit, rappelant un atelier de forge abandonné depuis des siècles. Camille sentit sa peau se hérisser. « Il y a quelqu'un » murmura-t-elle. Adéquat se força à avancer de 2 pas, levant sa lampe. Le faisceau éclaira brièvement une silhouette indistincte, comme un corps composé de braise et d'ombre, avant qu'elle ne disparaisse aussitôt. Mais ce bref instant suffit pour glacer les âmes présentes. Ce n'était pas humain. Pas entièrement. Une voix s'éleva, pas dans l'air, mais dans leurs esprits. Une voix grave, vibrante, qui ressemblait au grondement du feu dans un fourneau, au métal chauffé prêt à être frappé. « Vos fers ne tiendront plus. Vous avez oublié le pacte. » « Je me souviens. » Plusieurs ouvriers tombèrent à genoux, les mains sur la tête, tentant d'expulser cette voix qui ne venait pas de l'extérieur. Les flammes des torchers s'allongèrent vers un point précis comme attirées par un aimant invisible. Et dans ce point, une forme se matérialisa lentement. Une silhouette humanoïde, mais dont le corps semblait composé de fumée ardente, parcourue de veines incandescentes. La chaleur rayonnant d'elle était si intense que le sable sous ses pieds se mit à rougir. Ses yeux n'étaient que 2 fentes d'où suintait une lumière rouge vive, comme des charbons vivants. Un garde, pris de panique, tira un coup de feu. La balle traversa la silhouette sans l'atteindre et ressortit fondue de l'autre côté, tombant au sol en une goutte de métal liquéfié. L'entité inclina légèrement la tête, comme si elle découvrait l'audace humaine avec une curiosité dédaigneuse. Fer non consacré. Faible. Impur. La silhouette fit un pas. Le sol fumait sous son passage. Elle avança vers le cercle de protection que les anciens avaient tracé. Lorsqu'elle tenta d'y pénétrer, un éclat de lumière bleue jaillit, repoussant la forme comme si une barrière invisible la frappait. Un rugissement emplit la nuit, et l'entité recula, sa forme vacillante. Baba Quinlé, haletant, leva son bâton sacré. « Tant que le cercle tient, tu ne peux pas franchir ce seuil. » La silhouette se redressa, et, d'une voix qui vibra dans l'air et dans les os de chacun, répondit « Je n'ai pas besoin d'entrer. Vous sortirez. » Puis elle se dissipa en fragments rougeoyants emportés par le vent, qui se dispersèrent dans la nuit comme des étincelles, mais chacun d'eux semblait vivant, cherchant un endroit pour se loger. Les anciens, tremblants, se réunirent autour de Baba Quinlé. Ce dernier respirait avec difficulté, comme si maintenir la barrière l'avait vidé de son énergie. « Ce n'est qu'une ombre, » dit-il d'une voix cassée. « Une fraction de ce qu'il sera quand les 7 sceaux auront cédé. Ce que vous avez vu n'est qu'un souffle de son être. » Adéquat prit alors une décision. « Nous devons empêcher l'ouverture des 5 derniers. Quoi qu'il en coûte. » Il regarda Camille et Affoléyan. « Vous êtes les seuls ici à comprendre assez d'histoires, assez de symboles pour trouver un moyen. Dites-moi que quelque part, il existe un texte, un rituel, une clé. » Affoléyan hésita, puis dévoila une vérité qu'il redoutait. Il existe une légende selon laquelle les anciens forgerons ont laissé un contre-sceau, un 8e symbole, un verrou final capable de contenir l'esprit même si tous les 7 se brisent. Mais, il marqua une pause, chaque mot lourd comme du plomb. On dit que ce contre-sceau se trouve non pas dans la terre, mais dans le sang. Un sacrifice volontaire, d'un porteur choisi par Auguin lui-même. Le silence qui suivit fut pire que les cris. Car dans le regard du vieil homme, Camille comprit avant même qu'il ne le dise, le jeune ouvrier possédé avait été choisi, mais pas comme sauveur. Comme vaisseau. Et quelque part dans le noir, porté par le vent, retentit un 3e coup de marteau sous la terre. Clang. Les minutes s'étirèrent comme des heures. L'air semblait devenir plus lourd, presque chargé d'une électricité invisible. Les administrateurs, désormais incapables de quitter la scène, observaient cet entrepôt improvisé où les fragments de métal reposaient sous des lampes halogènes vacillantes. Un détail étrange commença à émerger lorsqu'Eken, le technicien le plus réservé de l'équipe, rapprocha l'un des fragments de son téléphone pour le photographier. L'écran se brouilla instantanément, comme si un champ magnétique perturbait le signal. La photo enregistrée n'affichait pas l'objet,
mais un cadre noir traversé de lignes argentées. Ils se regardèrent sans comprendre. Le métal semblait émettre une vibration, à peine perceptible mais bien réelle, un frémissement qui passait des mains aux avant-bras. Le docteur Mukoro fronça les sourcils et glissa doucement son doigt le long de la gravure. La salle s'emplit alors d'un son profond, semblable à une note de tambour yoruba, un son qui n'aurait jamais dû provenir d'un simple morceau de fer. L'homme retira sa main brutalement, choqué. Les ouvriers reculèrent de plusieurs pas, certains se signant, d'autres murmurant des prières. Après un silence déchiré seulement par les respirations agitées, la lampe la plus proche du fragment explosa sans prévenir, projetant des éclats de verre sur le sol. La lumière de secours s'alluma, baignant la pièce d'un rouge inquiétant. Dans cette pénombre surnaturelle, le métal semblait luire de lui-même, une lueur interne, froide, presque lunaire. Adeyemi sentit un frisson parcourir son échine, mais au lieu de stopper les recherches, il ordonna qu'on apporte les autres pièces découvertes dans la galerie. Il voulait les comparer, comprendre pourquoi ce métal refusait toute logique. On apporta un fragment plus grand, long de près de 60 cm, doté d'une incision centrale rappelant vaguement la forme d'une clé. Lorsque les deux pièces furent placées côte à côte, elles s'attirèrent soudainement, comme aimantées, et s'assemblèrent avec un claquement sec et métallique, sans que personne ne les touche. Un choc d'incrédulité traversa les visages. Cela ne ressemblait à aucune technologie connue du début du XIXe siècle. Ni même du XX. Gracila, la géologue venue d'Argentine, secoua la tête, affirmant que la structure moléculaire qu'elle avait observée au microscope en surface ne correspondait à aucun alliage recensé sur Terre. C'est alors qu'un vieil homme entra, accompagné par deux gardes. Sa démarche lente contrastait avec l'agitation ambiante. Son nom était Orishakande, un historien local spécialisé dans les récits précoloniaux. Il avait été appelé en urgence par la direction de la mine après les premiers indices d'origine inconnue des fragments. Lorsqu'il approcha, ses yeux s'écarquillèrent. Il ne dit rien pendant plusieurs secondes, comme s'il était face à quelque chose qu'il avait redouté de voir de son vivant. Puis, d'une voix rauque, il prononça quelques mots qui glacèrent l'assemblée. « Ceci ne devrait jamais avoir été réveillé. Vous avez brisé le sceau. » Son avertissement résonna dans la pièce comme une condamnation. Adeyemi fronça les sourcils, prêt à contester, mais le vieil homme leva la main pour l'interrompre. Il raconta que selon d'anciens chants transmis par sa lignée, il existait au cœur de la terre nigériane des bruits de fer, artefacts enfermés il y a plus de 2 siècles par un groupe d'artisans mystiques appelés les Onirans. Ces objets, disait-on, avaient été forgés non pas pour servir, mais pour enfermer. Pas pour être utilisés, mais pour empêcher quelque chose de revenir. Le vieil homme reprit son souffle, puis ajouta avec gravité que 3 morceaux seulement avaient été retrouvés, mais qu'il y en avait 7 au total. Alors que l'équipe tentait d'absorber ces révélations, un vacarme retentit au loin, au fond des galeries. Un hurlement de panique monta, suivi de pas précipités. 2 mineurs jaillirent dans l'entrepôt, recouverts de poussière, haletants, les yeux écarquillés par la peur. Il affirmait avoir vu l'ombre d'une silhouette bouger à proximité de l'emplacement où les fragments avaient été extraits. Une silhouette faite de métal, articulée, mais sans visage. Un frisson collectif parcourut l'assemblée. La tension devint insoutenable. Le docteur Mukoro voulut rassembler les pièces pour les sécuriser, mais au moment où il s'approcha, le sol vibra doucement, comme si la terre respirait sous leurs pieds. Les lampes se mirent à clignoter, 1 fois, 2 fois, puis s'éteignirent totalement. L'obscurité avala la salle. Seule restait cette lueur froide, émanant maintenant non plus d'un fragment, mais des 2 assemblées, dont les gravures semblaient se mouvoir comme vivant leur propre existence. Une voix, faible mais distincte, résonna alors dans l'obscurité. Personne ne put dire d'où elle venait. Elle prononça quelques mots dans une langue ancienne, incompréhensible, mais qui fit trembler tous ceux qui l'entendirent, comme si leur âme en reconnaissait malgré tout le sens. Puis un souffle d'air glacial parcourut la pièce, éteignant même le dernier rayon de lumière de secours. Quelque chose venait de s'éveiller. Une panique muette s'empara du groupe, chacun immobile, retenu par une peur primitive qui empêchait même de respirer. L'obscurité pesait comme une chape de plomb. Un bruit métallique résonna, un frottement sec, comme si 2 plaques de fer glissaient l'une contre l'autre. Adeyemi tenta d'allumer la lampe de son téléphone, mais l'écran resta noir malgré plusieurs appuis frénétiques. Autour de lui, des murmures étouffés montèrent, des prières, des appels au calme, des respirations brisées. Puis, soudain, une source lumineuse pâle s'alluma d'elle-même. Les fragments fusionnés irradiaient désormais une clarté froide, bleutée, révélant les silhouettes figées autour d'eux. Dans cette lueur irréelle, quelque chose attira l'attention. Les gravures sur le métal changeaient, se recomposaient, créant de nouvelles formes, comme un langage en train de s'écrire sous leurs yeux. Le vieux Kande, la voix tremblante, chuchota que les Onirans utilisaient un fer porteur de mémoire,
capable de se réactiver si les seaux étaient brisés. Il ajouta que la dernière fois qu'un fragment s'était éveillé, des villages entiers avaient disparu de la surface de la Terre, effacés non seulement physiquement, mais aussi des récits, comme si le passé lui-même avait été altéré. Sans prévenir, un fracas assourdissant secoua la galerie, suivi d'un nuage de poussière qui s'engouffra dans la salle. Un mineur apparut à l'entrée, agrippant le chambranle, couvert de sang sur le bras. Ses yeux étaient fous. Il affirma qu'un tunnel venait de s'effondrer derrière lui, mais pas seul, quelque chose avait poussé la terre de l'intérieur, comme si un passage avait été forcé. Il tenta de poursuivre, mais s'évanouit entre les bras d'un collègue. Gracila voulut lui porter assistance, mais Kand l'interrompit, la supplia de ne pas le toucher. Il expliqua que si le métal avait déjà choisi sa cible, tout contact rapproché pouvait transférer la marque. Un silence lourd s'installa, mais il fut brisé par un grondement sourd, qui remonta du sol jusqu'au plafond. Les néons clignotèrent, puis reprirent vie brutalement, aveuglant les yeux habitués à l'obscurité. Lorsque la vision revint, Adeyemi sentit son cœur manquer un battement. Les fragments assemblés n'étaient plus posés sur la table. Ils se trouvaient à présent au centre de la salle, comme si une force invisible les y avait transportés. Autour d'eux, la poussière s'était disposée en un cercle quasi parfait, tracé avec une précision géométrique inhumaine. Le docteur Mukoro, tentant de rationaliser, avança prudemment avec une pince isolée pour récupérer les fragments. Mais dès que le métal fut effleuré, un arc électrique jaillit, le projetant à travers la pièce. Il s'écrasa contre un conteneur et resta immobile, son souffle court mais présent. Le choc fut tel que tous se figèrent, sidérés. Gracila accourut pour vérifier son pouls, il vivait, mais son regard se perdit sur son bras. La peau était marquée par une brûlure au motif identique à ceux gravés sur le métal. Une gravure qui semblait se déplacer lentement, comme vivante sous son épiderme. La peur se transforma en terreur tangible lorsque l'on entendit un son de pas, métallique. Un écho régulier, méthodique, qui venait du couloir menant à la salle. Chaque pas résonnait, accompagné d'un tintement métallique sec, rappelant le bruit d'une chaîne. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée sombre, où une silhouette prit forme. D'abord une ombre, puis une masse. Une silhouette humanoïde, mais entièrement composée de plaques de fer articulées, sans visage, sans yeux, avec un trou circulaire au centre de la tête, comme une serrure. Elle s'arrêta à quelques mètres du groupe, immobile. La température de la pièce chuta instantanément, leur souffle devint visible, leurs mains tremblaient malgré eux. Personne ne bougea. Même la lumière semblait craindre d'éclairer la créature plus nettement. Kand tomba à genoux, murmurant un chant ancien, sa voix tremblante, brisée par l'effroi. Adeyemi, le cœur battant à rompre, serra les poings, partagé entre fuir ou protéger son équipe. La créature inclina lentement la tête vers les fragments au centre du cercle. Et à ce moment précis, les gravures sur sa poitrine s'illuminèrent de la même lueur bleue que celle du métal. Les fragments au sol se mirent alors à vibrer, comme s'ils répondaient à un appel. La vibration des fragments devint plus forte, au point de faire trembler la table métallique qui les supportait. La créature de fer resta immobile, mais une sensation oppressante se répandit, comme si l'air lui-même se contractait autour d'elle. Adeyemi sentit son instinct primal lui hurler de fuir, mais ses jambes refusaient de répondre, comme enracinées au sol par une force invisible. Autour de lui, les ouvriers reculaient lentement, certains en larmes, d'autres les poings serrés pour ne pas crier. Gracila, les yeux rivés sur le corps métallique, murmura presque sans voix que ce qu'il voyait était impossible, une abomination contre toute logique scientifique. Puis, la créature fit un premier mouvement. Un simple pas. Le sol vibra sous son poids, un bruit sourd qui résonna jusqu'au fond de la galerie. À cet instant, les fragments s'élevèrent lentement du sol, comme attirés par un champ invisible.